sommes donc réunis ici pour assister à la soutenance de la thèse de doctorat de Marion Hay. C'est une thèse de l'université de Caen-Normandie qui est exceptionnelle, qui présente donc ici à Bron, et nous en remercions l'école doctorale d'avoir permis ces délocalisations. C'est une thèse de doctorat en spécialité psychologie, biologie des organismes, population et interaction. Le titre de cette thèse est Effet d'un entraînement cognitif et d'une immersion en réalité virtuelle sur la cognition et la conduite automobile des seniors. Cette soutenance va être faite devant un jury composé du professeur Mélanie Levasseur, un professeur associé à l'université de Sherbrooke, du docteur Yannick Lafter, qui est maître de conférence LDR à l'université de Valenciennes. Je dois excuser aujourd'hui l'absence du professeur Pierre Denise, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui a été retenu sur Caen pour un événement malheureux. Le docteur Tanja Dukik Billstrand, qui nous vient de Suède, du VTI. Le professeur Michael Falkenstein, bonjour, hello Michael, qui en fait est connecté via Skype à notre soutenance aujourd'hui. Marie-Laure Boca, qui est donc chercheur HDR à l'INSERM de Caen et qui est la directrice de thèse, et Catherine Gabaud, qui est chargée de recherche à l'USTAR Thèse de l'ESCO et qui est la co-encadrante de Marion. Donc cette soutenance, classiquement, sera organisée comme d'habitude. Donc nous allons avoir une présentation des travaux de Marion pendant 45 minutes. Et puis ensuite, elle sera soumise à la question de l'ensemble du jeu. Voilà. Nous t'écoutons, Marion. Et de Catherine Gabaud du UNESCO ici à Bron. Voici le plan de ma présentation qui est relativement classique. Après avoir décrit quelques éléments de contexte pour introduire ma problématique, je vous présenterai les résultats principaux de deux expérimentations que je discuterai au regard des données de la littérature. Je terminerai par une conclusion et des perspectives de recherche. Depuis une dizaine d'années, quelques dizaines d'années, on assiste au vieillissement de la population. En effet, les projections démographiques de l'OCDE prévoient qu'en 2050, un quart de la population de ces pays membres sera âgée de 65 ans et plus. En France, les données de l'INSEE prévoient les mêmes tendances pour 2060. Ce vieillissement de la population va s'accompagner d'une augmentation du nombre de seniors sur les routes. L'avancée en âge peut être associée à un déclin cognitif qui va entraîner des répercussions négatives dans les activités de la vie quotidienne, telles que la conduite automobile. L'avancée en âge, la diminution des capacités liées à l'âge peut accroître le risque d'accident. De plus, cela peut contraindre certains conducteurs à arrêter de conduire de manière prématurée. Du fait que l'automobile, la voiture est le moyen de transport privilégié des seniors, notamment dans les campagnes, cet arrêt prématuré de la conduite peut avoir des conséquences négatives tant sur le plan de la santé, en entraînant une augmentation du risque de dépression, que sur le plan de la qualité de vie, en entraînant une diminution de l'autonomie. L'autorégulation de la conduite se définit comme étant l'ensemble des ajustements comportementaux mis en place par le conducteur pour répondre de manière adéquate au déclin des capacités liées à l'âge. Parmi les stratégies mises en place par les conducteurs se distingue l'évitement de situations difficiles, telles que la conduite de nuit ou par mauvais temps, ou la mise en place de stratégies d'adaptation comportementale, telles que l'augmentation des distances de sécurité ou la diminution de la vitesse. Certains conducteurs mettent en place ces stratégies d'autorégulation, mais pas tous. Par exemple,
il a été montré que des conducteurs ayant de faibles performances cognitives évitaient moins de situations de conduite difficiles que des conducteurs ayant des performances cognitives plus élevées. Je vais maintenant vous présenter la synthèse de différents modèles théoriques relatifs à la conduite automobile. D'après le modèle multifactoriel d'Anstey et collaborateurs en 2005, le comportement au volant dépend à la fois de l'aptitude du conducteur à conduire en toute sécurité, c'est-à-dire dépend notamment des capacités cognitives réelles des conducteurs, mais dépend également de l'auto-évaluation des capacités, c'est-à-dire des capacités cognitives perçues. En 2015, Auret et collaborateurs ont défini la calibration comme étant la comparaison entre les capacités réelles et les capacités perçues. Lorsque ces deux éléments sont alignés, la calibration est dite correcte, et dans ce cas, cela peut conduire à une autorégulation adaptée du comportement sur la route. En revanche, lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments, la calibration est dite erronée. Les conducteurs présentent alors un biais de calibration, ils sur- ou sous-estiment leurs capacités, et cette calibration erronée peut entraîner une autorégulation du comportement sur la route inadaptée. L'étape majeure qui permet une calibration correcte, c'est la prise de conscience de ces capacités. En effet, Hassen et collaborateurs, en 2015, ont mis en évidence que cette prise de conscience était une étape primordiale pour l'initiation du changement du comportement. Afin de promouvoir la mobilité et la sécurité des seniors, 5 types d'interventions leur ont été proposées. Tout d'abord, des interventions théoriques qui consistent en des cours dispensés par groupe, par en général les professionnels de la route. Les études ayant évalué l'efficacité de ce type d'intervention montrent une efficacité limitée. En effet, bien que ces interventions permettent une amélioration des connaissances relatives aux effets du vieillissement sur les capacités de conduite, l'amélioration des performances sur route est limitée et la diminution du risque d'accident n'a pas été prouvée. Lorsque ces interventions théoriques sont associées à un entraînement pratique, elles sont plus efficaces, mais restent néanmoins coûteuses. Par exemple, elles permettent une amélioration des connaissances relatives à la conduite et au code de la route, ainsi qu'une amélioration des performances de conduite qui ont été spécifiquement entraînées. Les entraînements pratiques, qui consistent en des entraînements utilisant le simulateur de conduite ou le visionnage de vidéos, les études qui ont évalué ce type d'intervention montrent l'importance des retours personnalisés sur les performances pour permettre l'amélioration des comportements spécifiquement entraînés. De plus, des outils de sensibilisation aux effets du vieillissement ou d'auto-évaluation des capacités ont permis la prise de conscience des effets de l'âge sur les capacités des conducteurs. Enfin, les entraînements cognitifs ont été proposés aux conducteurs seniors. Ils permettent une amélioration de l'attention, de la vitesse de traitement. Néanmoins, le transfert des bénéfices sur simulateur et sur route reste limité. Ainsi, afin d'améliorer la mobilité et la sécurité des seniors, il semble essentiel d'entraîner les fonctions cognitives qui sont requises en conduite et trouver un moyen de favoriser le transfert de ces bénéfices à la route en utilisant par exemple le simulateur de conduite. Et il semble également essentiel de sensibiliser les seniors aux effets du vieillissement pour les aider à prendre conscience de leurs capacités, qui est une étape majeure dans la mise en place des stratégies d'autorégulation. Notre hypothèse de travail était la suivante. Un entraînement cognitif, ciblant spécifiquement les fonctions requises en conduite, donc permettrait une amélioration des capacités cognitives réelles, limiterait le risque cognitif, et une immersion sur simulateur permettrait le transfert de ces bénéfices sur la route. De plus, des retours sur les performances permettraient aux conducteurs de prendre conscience de leurs capacités. Ainsi, cela permettrait à des conducteurs ayant une calibration erronée de corriger leur biais de calibration et, afin à terme d'avoir une calibration correcte et d'adapter correctement leur comportement sur la route. L'objectif principal de cette thèse était d'évaluer, auprès de conducteurs seniors présentant un biais de calibration, l'efficacité d'un entraînement cognitif, associé ou non à une immersion sur simulateur de conduite, sur les performances cognitives, la calibration des capacités cognitives, les performances de conduite et le bien-être subjectif.
De plus, le simulateur de conduite apparaît être un outil prometteur pour entraîner ou rééduquer les conducteurs. Néanmoins, un problème demeure, le malus simulateur, qui entraîne une mortalité expérimentale, c'est-à-dire qu'il contraint les participants à arrêter les expérimentations. Et parmi les méthodes, les contre-mesures qui ont été testées pour limiter le mal, la stimulation galvanique cutanée de la nuque apparaît être la plus prometteuse. L'objectif secondaire de cette thèse était donc d'évaluer l'efficacité de la stimulation galvanique cutanée de la nuque sur la réduction du mal du simulateur. Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre du projet Safe Move for Older Drivers, qui est un projet franco-suédois financé par l'Agence nationale de la recherche pour la partie française. Le premier volet de ce projet a consisté en la constitution d'une cohorte de conducteurs âgés de plus de 70 ans dans les départements du Rhône et du Calvados. De plus, des choix méthodologiques ont été faits lors de cette première étape du projet, notamment la définition des statuts de calibration, que je vais vous détailler juste après. Le second volet du projet est le travail que j'ai réalisé au cours de cette thèse. Et enfin, le troisième volet a permis d'identifier les besoins des seniors en termes de systèmes d'aide à la conduite, ainsi que de caractériser et de concevoir des dispositifs d'assistance à la conduite. Voyons maintenant la méthodologie de l'expérimentation. Donc tout d'abord, la définition des statuts de calibration. Les statuts de calibration sont issus du croisement entre l'évaluation objective des capacités cognitives et l'évaluation subjective des capacités cognitives. L'évaluation objective a été réalisée par le biais de 2 tests neuropsychologiques, le Trial Making Test et les codes de Wechsler. Ils ont été choisis car de faibles performances à ces tests ont été retrouvées comme étant associées à une conduite à risque et à la survenue d'accidents. L'évaluation subjective des capacités cognitives a été réalisée grâce à un questionnaire, 4 questions, où les conducteurs devaient estimer leur capacité cognitive par rapport aux personnes de leur âge sur différentes dimensions. Par exemple, par rapport aux personnes de votre âge, vous faut-il plus ou moins de temps pour réaliser vos activités quotidiennes? Voici le schéma qui représente le classement des individus en fonction de ces évaluations. Donc rassurez-vous, je ne vais pas tout vous détailler. Sachez que les conducteurs de la cohorte ont été classés selon plusieurs critères. Donc pour l'évaluation objective des capacités cognitives, la vitesse et le nombre d'erreurs commises ont permis de classer les individus selon qu'ils avaient un niveau cognitif haut, moyen ou bas. Et pour l'évaluation subjective des capacités cognitives, et bien là, les individus ont été classés selon la manière dont ils estimaient leur capacité, comme étant moins bien, comme les autres, ou mieux que les autres. Le croisement des données a donc permis de classer les individus selon leur statut de calibration, comme étant des estimateurs corrects de leur capacité cognitive, des surestimateurs de leur capacité cognitive ou des sous-estimateurs de leur capacité cognitive. Et ce sont à ces 2 dernières populations que nous nous sommes intéressés dans le cadre de cette thèse. Concernant le protocole expérimental, les participants inclus dans l'étude ont débuté par une évaluation initiale, individuelle, comprenant une évaluation des capacités cognitives, à la fois objective et subjective, une évaluation de la conduite sur route, qui a été réalisée grâce à un remplissage de 2 grilles. Donc la grille TRIP a été complétée par une monitrice d'auto-école à la fin du parcours et une grille d'observation du comportement en temps réel que j'ai moi-même complétée pendant le parcours. Enfin, une évaluation du bien-être subjectif a été réalisée grâce à des questionnaires. Les participants ont ensuite réalisé 3 mois d'activité. Un premier groupe de participants a réalisé un entraînement cognitif informatisé, ciblant les fonctions cognitives de mise en conduite. Cette activité quotidienne était réalisée sur une plateforme d'apprentissage en ligne, disponible depuis Internet. Et les participants avaient accès à 20 jeux issus d'un programme cognitif commercialisé appelé Happy Neurone. Puis, après la réalisation de chaque exercice, les participants recevaient des retours sur leur performance. Un second groupe a réalisé ce même entraînement cognitif, associé à une immersion de conduite sur simulateur, à raison de 3 sessions de 20 minutes au total. Les situations choisies pour cette immersion étaient des situations difficiles ou évitées
activité par les seniors. Et après chacune des situations, les participants recevaient également des retours sur leur performance. Enfin, un troisième groupe de conducteurs a été constitué. Ce groupe a réalisé une activité contrôle de lecture, accessible depuis la même plateforme en ligne que les participants réalisant l'entraînement cognitif. Les participants devaient lire des articles de presse et répondre à un quiz après chacune des lectures, et ils recevaient également des retours sur leur performance après les quiz. De plus, les participants sont venus 3 fois au laboratoire pendant ces 3 mois d'activité afin de suivre des formations encadrées par groupe de 6 à 10 personnes. Ces formations avaient une vocation pédagogique. L'objectif de ces formations pour les participants des groupes expérimentaux était de les motiver et de les sensibiliser aux effets bénéfiques de l'entraînement sur la cognition et la conduite automobile. En revanche, pour les participants du groupe contrôle, ces formations avaient davantage une visée informative. Lors de la première formation, en semaine 1, la plateforme d'apprentissage a été présentée aux participants, donc la plateforme d'entraînement présentée aux participants des groupes expérimentaux et la plateforme de lecture présentée aux participants du groupe contrôle. Lors des formations 2 et 3, qui ont eu lieu en semaine 4 et 8 ou sur 12 du programme, les participants ont reçu des informations relatives au vieillissement cognitif. Des exemples en lien avec la conduite leur ont été proposés. Et de plus, pour les participants des groupes expérimentaux, des exemples issus du programme d'entraînement leur ont été proposés afin de les impliquer davantage dans l'entraînement et de les garder actifs tout au long des 3 mois. Ensuite, après ces 3 mois d'activité, les participants sont revenus au laboratoire pour une évaluation individuelle finale, qui est la même que l'évaluation initiale. Et 3 mois après la fin de l'étude, les participants ont complété un questionnaire en ligne afin d'évaluer les effets des interventions sur leurs habitudes de la vie quotidienne et sur leurs habitudes de conduite. Les participants de notre étude sont tous issus de la cohorte SafeMove du Rhône. Sur les 384 conducteurs contactés, 106 ont été inclus et 88 ont terminé l'étude. Concernant la stratégie d'inclusion, nous avons d'abord inclus les participants dans le groupe réalisant l'entraînement cognitif seul, puis d'autres participants dans le groupe réalisant l'entraînement cognitif associé à l'immersion sur le simulateur. Les participants ont été répartis dans les groupes selon leur statut de calibration. Donc pour un surestimateur inclus, on a inclus un sous-estimateur, en fonction du genre également et en fonction de l'âge. Nous avons choisi d'inclure d'abord les participants des groupes expérimentaux, car lors des formations encadrées, les participants de ces groupes ne pouvaient pas être mélangés à ceux réalisant l'activité contrôle, afin de ne pas transmettre des informations. C'est pourquoi nous avons d'abord commencé par l'inclusion de ces participants. Ainsi, dans un troisième temps, nous avons inclus d'autres participants dans un groupe réalisant l'activité contrôle. Donc voici un tableau qui décrit les 88 participants. Concernant le genre, on remarque que bien que la différence ne soit pas significative entre les groupes, il y avait globalement plus d'hommes que de femmes dans notre échantillon. Et la proportion d'hommes et de femmes de notre échantillon correspond à la proportion hommes-femmes qu'il y avait dans la cohorte SafeMove d'origine. En ce qui concerne la différence d'effectifs entre les deux groupes expérimentaux, elle peut être expliquée par le fait que 9 participants initialement inclus dans le groupe réalisant l'entraînement cognitif associé à l'immersion sur le simulateur ont ressenti le mal du simulateur lors de leur épisode de familiarisation à la conduite. Et donc, afin de ne pas perdre ces participants, nous avons choisi de les inclure dans le groupe réalisant l'entraînement cognitif seul. Concernant le faible effectif du groupe contrôle, il est dû à des difficultés de recrutement. En effet, au sein de la cohorte, il y avait seulement 16% de sous-estimateurs. Et au moment, et donc du coup, quand on a inclus les participants dans le groupe contrôle, eh bien, il n'y avait plus de sous-estimateurs à contacter. Et afin de ne pas trop déséquilibrer ce groupe, nous avons choisi de stopper les inclusions. Je vais maintenant vous présenter les principaux résultats. Donc, concernant la première partie, son objet était d'évaluer l'effet de l'entraînement sur les performances cognitives.
L'hypothèse était que les participants réalisant l'entraînement cognitif allaient avoir davantage amélioré leur capacité cognitive que les participants réalisant l'activité contrôle de lecture. Nous n'avons pas montré d'effet de l'immersion sur le simulateur sur les performances cognitives. Les deux groupes avaient la même trajectoire d'évolution entre les évaluations initiales et finales. Nous avons donc choisi de réunir ces deux groupes afin de statuer de l'effet de l'entraînement. Deux modèles de régression linéaire ont donc été réalisés, ajustés sur l'âge, le sexe et le niveau d'études, afin de statuer de l'effet du temps d'entraînement et du type d'intervention sur les différentes variables dépendantes relatives à la cognition. Nos résultats indiquent une amélioration de la mémoire à court terme avec le temps passé à s'entraîner et ne montrent pas d'effet du type d'intervention sur les différentes variables considérées. Donc, l'entraînement cognitif, associé ou non à l'immersion sur le simulateur, ne semble pas être plus efficace que la lecture pour améliorer les performances cognitives. Néanmoins, il y a quand même un résultat qui est intéressant. Il concerne le test de l'UFOR, qui est un test informatisé qui évalue l'attention visuelle. Et on remarque que pour le groupe réalisant l'entraînement cognitif associé ou non au simulateur, les participants ont significativement amélioré leur seuil de détection aux 3 sous-tests de l'UFOR. Pour le groupe contrôle, on remarque que les participants ont significativement amélioré leur seuil de détection aux sous-tests d'attention sélective. Ainsi, nos résultats indiquent que l'entraînement cognitif, associé ou non à l'amélioration, associé ou non à l'immersion sur le simulateur, a permis une amélioration de la vitesse de traitement et des capacités d'attention visuelle divisée et sélective. Ce résultat a déjà été retrouvé par ailleurs dans la littérature. Cependant, nous n'avons pas mis en évidence de différences significatives entre les groupes expérimentaux et le groupe contrôle. Un résultat similaire avait été retrouvé par Peretz en 2011. Néanmoins, dans leur étude, Peretz et collaborateurs avaient utilisé comme activité contrôle la réalisation de jeux informatisés sur ordinateur, des jeux qui ont pu entraîner la stratégie. Dans notre cas, l'activité contrôle était une activité de lecture qui était donc volontairement moins cognitivement stimulante que l'activité proposée par Peretz et collaborateurs. Cependant, nous avons quand même noté une amélioration des capacités d'attention sélective. Ce résultat peut être expliqué par le fait que l'activité de lecture est une activité de stimulation mentale qui a été retrouvée comme étant associée à une diminution du risque de démence et également associée aux capacités d'attention visuelle. On peut aussi se poser la question d'un éventuel test-retest. Et afin de répondre à cette question, il faudrait inclure un groupe contrôle passif qui ne réaliserait que les évaluations initiales et finales, et analyser les données après avoir calculé l'index de fiabilité au changement qui prend en compte les effets de pratique. La seconde partie de ma thèse, de cette première expérimentation, avait pour objet d'évaluer l'effet de l'entraînement sur la correction des biais de calibration. L'hypothèse était que les participants ayant réalisé l'entraînement cognitif associé ou non au simulateur allaient avoir davantage corrigé leur biais de calibration que les participants du groupe contrôle. Nos résultats indiquent que 41 participants sur 88 sont devenus des estimateurs corrects de leur capacité cognitive suite à l'intervention. Parmi ces 41 conducteurs, 25 étaient initialement sous-estimateurs et 16 étaient initialement surestimateurs. Donc, l'analyse statistique n'a pas montré d'effet de l'intervention sur la correction du biais de calibration. L'entraînement cognitif, associé ou non au simulateur, ne semble pas être plus efficace que l'activité contrôle pour améliorer la calibration des capacités cognitives. Donc, ce tableau présente les différents types de changements qui ont eu lieu pour les participants devenus corrects estimateurs. Donc, grâce à nos interventions, des changements ont eu lieu sur la dimension objective, sur la dimension objective de l'évaluation des capacités cognitives, sur la dimension subjective ou encore sur les deux dimensions. Ainsi, l'entraînement cognitif associé ou non au simulateur et l'activité contrôle semblent avoir eu la même efficacité sur la correction du biais de calibration.
Ceci peut être expliqué par le fait que tous les participants ont réalisé des tests cognitifs et ont complété des questionnaires d'auto-évaluation qui ont peut-être permis une prise de conscience de leurs capacités, comme cela a déjà été montré par ailleurs. De plus, l'implication dans le protocole et le contenu des formations encadrées peuvent également expliquer ce résultat. L'entraînement cognitif associé au simulateur et l'activité contrôle semble être plus efficace pour les surestimateurs que pour les sous-estimateurs. Ce résultat peut être expliqué par le fait que les surestimateurs sont davantage résistants aux retours négatifs sur les performances. Concernant la troisième partie, elle avait pour objet d'évaluer l'effet des interventions sur les performances de conduite. Tout d'abord, en ce qui concerne l'effet de l'entraînement cognitif, l'hypothèse était que les participants réalisant l'entraînement cognitif seuls allaient avoir davantage amélioré leur performance de conduite que les participants réalisant l'activité conduite. Nos résultats ne montrent pas d'effet. L'entraînement cognitif ne semble pas être plus efficace que l'activité contrôle pour améliorer les performances de conduite sur route telles que nous les avons évaluées. En ce qui concerne l'effet de l'immersion sur le simulateur, notre hypothèse était que les participants ayant réalisé l'entraînement cognitif associé à l'immersion sur le simulateur de conduite allaient avoir davantage amélioré leur performance de conduite sur route que les participants réalisant l'entraînement cognitif seul. Là encore, nous n'avons pas, les analyses n'ont pas montré d'effet. L'immersion sur le simulateur ne semble pas permettre un transfert des bénéfices de l'entraînement cognitif sur les performances de conduite sur route telles que nous les avons évaluées. Donc bien qu'il n'y ait pas d'effet global, il y a quand même un résultat intéressant qui concerne le score tactique à la TRIP. Donc pour rappel, la TRIP a été complétée par une monitrice d'auto-école après le parcours et le score tactique est un sous-score de la TRIP qui comprend plusieurs dimensions reflétant l'autorégulation. Donc les résultats indiquent que les participants ayant réalisé l'entraînement cognitif seul ont amélioré leur score tactique à la TRIP. Et donc, cette augmentation du score tactique traduit une amélioration de l'adaptation comportementale en termes de choix de vitesse, de distance de sécurité, d'anticipation et d'interaction avec les autres usagers. Pour le groupe en réalisant l'entraînement cognitif plus le simulateur et l'activité contrôle, nous avons une tendance. Nos résultats semblent indiquer que l'entraînement cognitif n'est pas plus efficace que l'activité contrôle pour améliorer les performances de conduite sur route. Donc, des résultats similaires ont déjà été retrouvés dans la littérature. Cependant, nous avions pris quelques précautions méthodologiques. Notre entraînement cognitif était plus long que celui proposé par les auteurs cités ici, mais également plus riche. En effet, nous avons choisi des exercices qui sollicitaient notamment les fonctions exécutives, contrairement donc, aux auteurs contrairement à ces autres chercheurs. Toutefois, nous avons montré une amélioration de l'adaptation comportementale au volant suite à l'entraînement cognitif. Ce résultat est intéressant en termes de sécurité routière car il a été retrouvé comme étant associé à une diminution du risque d'accident en intersection. Contrairement à notre hypothèse, nous n'avons pas montré d'effet de l'immersion sur simulateur de conduite sur l'amélioration des performances de conduite sur route. On peut s'interroger de la durée de notre immersion. En effet, nous avons réalisé une immersion sur simulateur de conduite d'1 heure. Et peut-être que cette durée était trop courte. Cette durée d'1 heure, en 2011, Lavalière et collaborateurs avaient utilisé une immersion sur le simulateur du même temps, mais dans leur cas, ils avaient entraîné un seul type de comportement, à savoir la vérification dans les angles morts et les rétroviseurs avant de changer de voie. Or, dans notre cas, nous avons entraîné 5 situations différentes pendant cette même durée. Ainsi, il serait intéressant de trouver un compromis entre durée et contenu, et également parvenir à trouver la durée de simulation minimale pour permettre un transfert des bénéfices sur route, car la mise en place de ce genre de programme sur le simulateur reste coûteux, et il y a aussi le simulateur qu'il faut prendre en compte.
Comme je vous l'ai présenté lors de la méthodologie du protocole, à 3 mois après la fin de l'entraînement, les participants ont complété un questionnaire en ligne. Ce questionnaire avait pour but d'évaluer les effets de l'intervention sur les habitudes de la vie quotidienne et de conduite. Donc les résultats que je vais vous présenter là sont complémentaires car ces données ne figurent pas dans le manuscrit. Nous avons demandé aux participants s'ils avaient observé des changements dans leurs habitudes de la vie quotidienne depuis leur participation à l'étude. Donc 66 participants sur 88 ont répondu ont complété ce questionnaire et 30% des 66 répondants ont répondu avoir observé des changements dans leurs habitudes de la vie quotidienne, changements en rapport avec leur conduite et leur capacité attentionnelle. En ce qui concerne le changement dans les habitudes de conduite, 15% des répondants ont observé des changements dans leurs habitudes de conduite suite à leur participation à l'étude. Parmi les exemples cités, ils déclarent être plus attentifs au volant, certains déclarent avoir changé de véhicule, d'autres déclarent éviter des situations de conduite difficiles, telles que la conduite de nuit ou aux heures de pointe, et enfin d'autres ont modifié la fréquence de leurs déplacements. Concernant les bénéfices retirés de la participation à l'étude, donc 91% des 66 participants ont répondu à cette question. Parmi les principaux bénéfices retrouvés, il s'agit d'une amélioration de la prise de conscience, d'une amélioration des capacités cognitives et d'une amélioration de la confiance en soi. La seconde expérimentation avait pour objet d'évaluer l'effet de la stimulation galvanique cutanée de la nuque sur l'image du simulateur. La stimulation galvanique cutanée de la nuque est une stimulation électrique de faible intensité délivrée sur le haut des muscles sternocléido-mastoïdiens. Dans notre étude, 3 conditions expérimentales intrasujets ont été réalisées. Une condition neutre dans laquelle les participants ne recevaient pas de stimulation, une condition courbe dans laquelle les stimulations étaient délivrées dans les virages, et une condition intermittente où la stimulation était délivrée de manière intermittente tout au long du parcours. Afin d'évaluer l'effet de cette stimulation sur le mal du simulateur, les participants ont complété le questionnaire du mal du simulateur. Une première étude réalisée chez les conducteurs jeunes avait montré une diminution du mal du simulateur suite à l'application de la stimulation galvanique cutanée. Chez les conducteurs âgés, nous n'avons pas montré de diminution du mal du simulateur suite à l'application de la stimulation galvanique cutanée de la nuque. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat. Tout d'abord, la faible sensibilité des participants au mal du simulateur. Donc, je vous ai mis à gauche les participants âgés et à droite les participants. On remarque qu'ils sont moins sensibles, ils semblent être moins sensibles au mal du simulateur. Ou encore une hypothèse relative à l'intégration multisensorielle qui serait différente en fonction de l'âge. Concernant donc l'hypothèse était qu'un entraînement cognitif ciblant les fonctions cognitives requises en conduite permettrait une amélioration des capacités cognitives réelles des conducteurs et l'immersion sur le simulateur de conduite permettrait un transfert des bénéfices de cet entraînement sur les performances de conduite sur route. Nous avons montré que l'entraînement cognitif avait permis une amélioration de la vitesse de traitement et des capacités d'attention visuelle divisées et sélectives. Donc ce résultat est encourageant en termes de sécurité routière car il indique une amélioration de la détection et de la réaction à l'apparition d'une cible dans le champ visuel. Néanmoins, il serait intéressant de voir si cet effet peut être retrouvé dans une tâche qui est plus complexe et plus écologique que la tâche de laboratoire, à savoir une tâche de conduite automobile. Pour ce faire, on pourrait utiliser le Hazard Perception Test ou alors un test du champ visuel utile sur simulateur de conduite ou encore un test de double tâche de détection sur route. Nous avons également montré une adaptation comportementale au volant. Cette amélioration de l'adaptation comportementale se traduit par un point supplémentaire au score tactique
Donc après intervention, le score moyen pour le groupe réalisant l'entraînement cognitif était de 33 plus ou moins 2 sur 46. Une étude de Ranchet et collaborateurs en 2013 a montré que les patients parkinsoniens avaient un score tactique moyen de 26 plus ou moins 4, un score tactique moyen, oui c'est ça, de 26 plus ou moins 4. Ainsi, on peut dire que l'augmentation... les participants contrôle de cette étude avaient un score moyen tactique de 30 plus ou moins 4. Donc il y a 4 points d'écart entre les patients parkinsoniens et les contrôles, et ainsi ce point de plus n'est pas négligeable. En outre, on remarque que les participants de cette étude étaient plus jeunes que les participants de notre groupe entraînement cognitif, à savoir que nos participants étaient âgés en moyenne de 74 ans, et donc le fait qu'ils aient un score élevé traduit que ce sont quand même de bons conducteurs. Cette amélioration de l'adaptation comportementale, eh bien, est-ce qu'elle traduit une amélioration de l'autorégulation? Il serait intéressant de réaliser une étude naturalistique de la conduite, donc qui permet d'enregistrer la conduite des participants avant et après l'intervention, afin de voir les bénéfices de ce type d'intervention sur les habitudes de conduite et les changements du comportement de manière objective. Nous avons également montré une amélioration de la calibration des capacités cognitives pour 47% de nos participants. Les retours sur performance ont donc permis une amélioration de la prise de conscience des capacités, comme cela a déjà été montré. Et cette prise de conscience des capacités est une étape primordiale pour l'initiation du changement de comportement. Ainsi, on se pose la question, est-ce que les participants qui sont devenus des estimateurs corrects de leurs capacités ont également davantage amélioré leur performance de conduite sur route? Donc nous n'avons pas observé de différence en conduite entre les estimateurs corrects et ceux qui sont restés sur ou sous-estimateurs. Cela peut être expliqué par le fait que tous sont de bons conducteurs, globalement. De plus, on peut s'interroger sur la grille TRIP que nous avons utilisée pour évaluer la performance de conduite. Elle permet l'évaluation de l'aptitude à la conduite, de l'aptitude à la conduite. Or, il serait intéressant d'évaluer l'effet sur le jugement en la capacité à adapter son comportement dans des situations de conduite plus spécifiques. Nous avons également montré que l'entraînement, que les interventions étaient plus efficaces chez les sous-estimateurs que chez les surestimateurs. Ce résultat indique la nécessité de personnaliser le contenu des formations. En redonnant confiance en soi aux sous-estimateurs et en contournant la résistance des surestimateurs aux retours négatifs sur leur performance. Une étude de 2014 a montré la possibilité de modifier les attitudes grâce à ce que l'on appelle l'incorporation. L'incorporation correspond à l'influence de l'empreinte physique, sensorielle ou émotionnelle laissée par nos expériences passées sur nos actions futures. Ainsi, on pourrait imaginer, il serait intéressant d'utiliser le simulateur de conduite pour favoriser la prise de conscience et la remise en question des surestimateurs. Grâce à cette incorporation, le fait de se retrouver dans une situation de conduite difficile pourrait permettre une prise de conscience de leurs capacités. Pour conclure, alors, les interventions ont permis une amélioration de la prise de conscience des capacités. On peut également noter un effet bénéfique de la participation au protocole. Il a été montré que l'engagement social avait des effets bénéfiques sur la prise de conscience des capacités. De plus, les participants participaient à des formations encadrées qui ont permis de les sensibiliser à la notion de plasticité cérébrale et de stimulation et qui ont été également une source possible de motivation pour réaliser d'autres activités. Concernant les perspectives de recherche, il serait intéressant d'évaluer les effets à long terme de l'intervention sur l'autorégulation et les habitudes de conduite. Il serait également intéressant d'évaluer l'influence de l'intervention auprès de conducteurs qui en ont le plus besoin
Il est essentiel également de proposer des accompagnements personnalisés aux conducteurs seniors, orientés sur la prise de conscience et la remise en question. Et enfin, il est important de promouvoir des moyens de transport alternatifs en cas d'arrêt de la conduite, afin d'aider les seniors à maintenir leur qualité de vie et leur autonomie. Je vous remercie de votre attention.